Et si le vrai trésor de l'Algérie n'était pas enfoui sous terre, mais dissimulé dans le silence de son désert? Et si ce sable, que le monde a longtemps regardé comme une étendue vide et stérile, devenait demain la matrice d'une puissance nouvelle, une puissance capable de nourrir non seulement un peuple, mais un continent entier? Avant d'aller plus loin, soutenez cette vision. Si vous croyez que l'avenir de l'Algérie ne se limite plus à ses ressources énergétiques, mais qu'il se construit avec la terre, avec l'eau et avec l'intelligence de sa jeunesse, alors prenez une seconde pour agir maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous pour faire entendre une autre voix, une voix qui parle de souveraineté, de dignité et de construction. Et surtout, participez à cette dynamique. Écrivez en commentaire un mot simple, mais puissant, souveraineté. Parce que chaque commentaire, chaque interaction, permet à cette vision de toucher davantage de conscience et de réveiller une ambition collective. Car la question n'est plus seulement de savoir ce que l'Algérie possède, mais ce qu'elle est prête à devenir. Il existe une illusion persistante. Une illusion qui traverse les générations, les cartes scolaires, les discours politiques et même l'imaginaire collectif. L'illusion que le Sahara est un espace vide. Un territoire inutile. Un obstacle entre le nord et le sud. Un poids géographique, une frontière naturelle, une mer de sable qui sépare plus qu'elle ne relie. Cette vision a façonné des stratégies, des mentalités et parfois même des ambitions limitées. Pourtant, ce que l'on appelle vide n'est souvent que ce que l'on ne comprend pas encore. Le désert n'est jamais vide. Il est simplement silencieux. Il ne crie pas ses richesses. Il ne les exhibe pas. Il attend que ceux qui l'habitent apprennent à l'écouter. Sous cette immensité, loin du regard, reposent des océans invisibles. Des nappes d'eau fossiles, accumulées depuis des millénaires, lorsque ces terres étaient fertiles et verdoyantes. Des réserves stratégiques que peu de nations possèdent à cette échelle. Des volumes capables de transformer une géographie entière, de redessiner les cartes agricoles, de modifier les équilibres régionaux et même d'influencer les rapports de force internationaux. Pendant des décennies, cette richesse a été approchée avec prudence, parfois avec hésitation. L'eau a été exploitée localement, dispersée, fragmentée. Des forages isolés, des projets limités, souvent pensés pour répondre à des besoins immédiats plutôt qu'à une vision globale. Chaque oasis, chaque exploitation fonctionnait comme un monde à part. L'intelligence existait, la compétence aussi, mais la connexion manquait. Comme si le désert restait morcelé dans les esprits, empêchant l'émergence d'une ambition continentale. Aujourd'hui, quelque chose change. Une autre vision émerge lentement, presque discrètement. Une vision de continuité. Une vision de réseau. Une vision qui refuse la logique de l'isolement pour embrasser celle de l'interconnexion. Ce n'est plus seulement la question de trouver de l'eau, mais de la relier, de la transporter, de la structurer. Ce n'est plus une approche ponctuelle, mais systémique. Car l'histoire montre que les grandes puissances ne sont pas celles qui possèdent le plus de ressources, mais celles qui savent organiser leurs ressources. Les empires ont été construits autour de routes, de fleuves, de voies maritimes. Aujourd'hui, dans un monde où la sécurité alimentaire devient centrale, les routes du futur pourraient être hydrauliques. Invisibles, silencieuses, mais décisives. Non plus des puits, mais des artères. Des canaux souterrains capables de relier des régions entières, de créer des pôles agricoles là où il n'y avait que du sable. Des infrastructures capables de transformer le Sahara d'un espace perçu comme périphérique en cœur stratégique. Car une nation devient puissante lorsqu'elle relie ses richesses entre elles. Lorsqu'elle transforme ses contraintes en leviers. Lorsqu'elle cesse de voir ses frontières comme des limites pour les considérer comme des opportunités. Alors une question commence à émerger, presque dérangeante. Et si la véritable révolution algérienne n'était pas pétrolière, mais hydraulique? Et si le XXIe siècle n'appartenait plus seulement à ceux qui contrôlent l'énergie, mais à ceux qui maîtrisent l'eau? Et si les routes du futur n'étaient plus des autoroutes, mais des canalisations invisibles sous le sable, capables de porter non seulement de l'eau, mais une nouvelle vision de la souveraineté et du destin collectif? Imaginez des centaines de kilomètres de conduites souterraines, invisibles depuis le ciel, traversant le Sahara avec la précision d'un système nerveux. Imaginez un réseau capable de transporter l'eau à travers le désert comme on transporte aujourd'hui l'électricité, avec continuité, fiabilité et puissance. Ce qui semble aujourd'hui futuriste n'est en réalité qu'une évolution logique de l'histoire humaine. Car depuis toujours, les civilisations ont grandi autour de leurs réseaux, routes, ports, lignes électriques, fibres optiques. Le XXIe siècle pourrait bien être celui des réseaux hydrauliques intelligents. Ces méga-canalisations ne sont pas simplement des infrastructures.
Elles sont une architecture stratégique, une manière de penser le territoire autrement. Elles redéfinissent la notion même de distance. Ce qui était autrefois isolé devient connecté. Ce qui était marginal devient central. Ce qui était désert devient plateforme. Et dans cette transformation, la géographie cesse d'être un destin pour devenir un outil. Grâce aux capteurs intelligents, la pression, la qualité et la température de l'eau peuvent être surveillées en temps réel. Chaque variation devient une donnée. Chaque donnée devient une décision. Les pertes sont réduites, les fuites détectées avant même qu'elles ne deviennent visibles. Les flux sont optimisés selon les saisons, les cultures, les besoins réels. L'eau cesse d'être gaspillée pour devenir gérée. Cette mutation n'est pas seulement technique. Elle est culturelle. Elle impose une discipline, une vision de long terme, une relation nouvelle avec la ressource la plus précieuse de la planète. Dans les zones les plus isolées, là où les infrastructures traditionnelles seraient difficiles à maintenir, des drones surveillent les tracés, inspectent les installations, cartographient les risques. L'intelligence artificielle anticipe les besoins agricoles, analyse les sols, prévoit les cycles climatiques, ajuste l'irrigation avec une précision chirurgicale. L'agriculture devient un système piloté, presque médical. Chaque goutte devient une décision. Chaque hectare devient un calcul. Dans un monde marqué par le stress hydrique, par les conflits pour l'accès à l'eau, celui qui maîtrise cette ressource maîtrise une part essentielle de l'avenir. Les grandes tensions du XXIe siècle pourraient ne plus être énergétiques, mais hydriques. Et dans ce contexte, l'Algérie possède un avantage que beaucoup sous-estiment, parce qu'il est invisible, enfoui, silencieux. Mais ce projet ne vise pas seulement à irriguer. Il vise à structurer un nouveau modèle économique. Un modèle qui dépasse la simple production pour construire des écosystèmes complets. Créer des pôles agricoles au cœur du désert, mais aussi des industries de transformation, des chaînes logistiques, des centres de recherche. Relier ces zones aux ports, aux marchés régionaux, aux corridors africains. Alimenter un continent dont la population doublera dans les prochaines décennies. Réduire la dépendance alimentaire, stabiliser les prix, sécuriser les approvisionnements. Ce n'est plus seulement une question de rendement. C'est une question de souveraineté, de stabilité, de puissance douce. Car celui qui nourrit influence. Celui qui nourrit stabilise. Celui qui nourrit crée des alliances durables. Mais aucune infrastructure, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut fonctionner sans une force humaine capable de lui donner un sens. Les machines ne portent pas de vision. Elles exécutent. Ce sont les hommes et les femmes qui imaginent, qui risquent, qui persistent malgré les incertitudes. Et loin des capitales, loin des discours, dans des régions que beaucoup considèrent encore comme périphériques, une génération commence déjà à écrire cette histoire, souvent dans l'ombre, souvent sans reconnaissance, mais avec une conviction silencieuse que le désert n'est pas la fin d'un territoire, mais le début d'une renaissance. Ils n'ont pas connu les grandes années du pétrole. Ils n'ont pas grandi dans l'illusion d'une richesse facile, ni dans la certitude que les cycles du marché mondial décideraient de leur avenir. Pour eux, les fluctuations des prix de l'énergie ne sont pas une fatalité, mais un signal. Un signal que la stabilité ne peut plus venir de l'extérieur. Alors ils ne parlent pas de rente. Ils parlent de projet. Ils parlent de construction. Ils parlent de durée. Dans le sud, loin des grandes villes, loin des centres de décision, une dynamique discrète s'installe. De jeunes ingénieurs, agronomes, techniciens, entrepreneurs font un choix que beaucoup jugeraient risqué. Ils s'installent là où leurs parents voyaient un exil. Là où autrefois on partait par nécessité, eux viennent par conviction. Ce déplacement n'est pas seulement géographique. Il est mental. Il traduit une rupture avec une vision ancienne du territoire. Le désert cesse d'être une marge pour devenir un centre d'innovation. Il voit un laboratoire. Un espace où tout reste à inventer. Là où les contraintes sont extrêmes, les solutions doivent être radicales. Des fermes high-tech apparaissent, parfois au milieu de nulle part. Des serres surgissent au cœur du sable, protégées contre la chaleur, optimisées pour chaque culture. L'eau est dosée avec précision, l'énergie solaire alimente les installations, les données guident les décisions. Le paysage change lentement, presque imperceptiblement. Mais chaque saison, la transformation devient plus visible. Des cultures résistantes à la chaleur remplacent l'idée que certaines terres sont condamnées. De nouvelles variétés s'adaptent. Des techniques venues de différents continents sont testées, modifiées, améliorées. Ce qui se joue ici dépasse l'agriculture. C'est une recherche sur la résilience. Une expérimentation sur la capacité d'un pays à se réinventer face aux contraintes climatiques.
Pour eux, le désert n'est pas un héritage figé. Ce n'est pas un décor immobile. C'est un terrain d'expérimentation. Un défi qui donne du sens. Ils ne veulent pas simplement reproduire ce qui existe ailleurs. Ils veulent inventer un modèle adapté à leur réalité. Ils ne demandent plus « Que peut faire l'État pour moi ?» Cette question appartenait à une époque où l'attente dominait. Une époque où l'on pensait que la solution viendrait d'en haut ou de l'extérieur. Aujourd'hui, une autre question émerge. Que puis-je bâtir avec ce que mon pays possède déjà? Cette inversion change tout. Elle transforme la posture. Elle transforme la responsabilité. Elle transforme la dignité. Construire, même à petite échelle, devient un acte politique, un acte économique, mais aussi un acte existentiel. Dans cette dynamique, les méga-canalisations ne sont plus seulement un projet technique. Elles deviennent un symbole. Le symbole d'un pays qui cesse d'extraire pour commencer à construire. Le symbole d'une transition d'une économie dépendante à une économie créatrice. Le symbole d'une génération qui ne veut plus attendre la richesse, mais la produire. Mais toute transformation profonde dépasse les frontières. Lorsqu'un pays modifie sa structure économique, il modifie aussi les équilibres régionaux. Si l'Algérie devient une puissance agricole dans un monde confronté aux crises climatiques et alimentaires, les rapports de force seront inévitablement redessinés. Les dépendances évolueront. Les alliances changeront. Les regards aussi. Alors une interrogation commence à s'imposer, presque silencieuse, mais lourde de conséquences. Si un désert peut devenir fertile, quelle certitude du monde actuel pourrait encore être remise en question, et qui sera prêt à accompagner, ou à résister, à cette transformation? Pendant longtemps, la puissance s'est mesurée en barils. Les cartes du monde se dessinaient autour des gisements, des pipelines, des routes maritimes qui transportaient l'énergie. Les équilibres politiques, les alliances, les tensions et même les guerres se construisaient autour de cette logique. Celui qui contrôlait les flux énergétiques influençait le rythme de l'économie mondiale. Mais l'histoire n'est jamais figée. Elle se déplace, parfois lentement, parfois brutalement. Et déjà, une autre métrique commence à émerger. Demain, la puissance pourrait se mesurer en hectares fertiles. Car la réalité du XXIe siècle ne sera pas seulement énergétique. Elle sera démographique, climatique et alimentaire. L'Afrique sera le continent le plus peuplé de ce siècle. Des centaines de millions de nouveaux habitants devront être nourris. Les villes grandiront, les besoins exploseront, les chaînes d'approvisionnement deviendront des questions de sécurité nationale. Dans ce contexte, la terre arable ne sera plus simplement un facteur économique. Elle deviendra un actif stratégique, au même titre que l'énergie ou la technologie. La demande alimentaire mondiale augmentera dans un environnement marqué par la rareté de l'eau, la dégradation des sols et l'instabilité climatique. De nombreuses régions verront leur capacité agricole diminuer. D'autres, mieux préparées, mieux organisées, deviendront centrales. Les nations capables de produire de manière stable et durable exerceront une influence silencieuse mais déterminante. Elles n'auront pas besoin de coercition. Leur pouvoir sera structurel. Dans ce contexte, un Sahara irrigué n'est plus un rêve. Il devient un levier géopolitique. Un levier qui transforme une contrainte historique en avantage stratégique. Exporter des céréales, des fruits, des protéines végétales. Sécuriser des alliances durables avec les pays qui dépendront de ces flux. Influencer les marchés sans confrontation directe. Créer des interdépendances qui stabilisent les régions. Mais la véritable question n'est pas seulement économique. Elle est civilisationnelle. Quel modèle de développement un pays choisit-il lorsqu'il possède à la fois des ressources extractives et un potentiel agricole immense? Un modèle basé sur l'extraction rapide et la dépendance aux marchés mondiaux, ou un modèle fondé sur la régénération, la production, la maîtrise du temps long? Car irriguer le désert ne consiste pas uniquement à produire davantage. Cela implique de redonner un sens au territoire. De transformer la relation entre l'homme et la terre. De replacer la production au cœur de la dignité collective. Dans de nombreuses cultures, nourrir est un acte fondateur. C'est un acte de protection, de stabilité, de responsabilité. Un pays qui nourrit renforce sa cohésion interne et son rayonnement externe. Et si la dignité nationale passait par la capacité de nourrir les autres? Par la capacité d'offrir une stabilité dans un monde instable? Par la capacité de devenir un pilier plutôt qu'un simple acteur? Cette perspective change la nature même de la souveraineté. Elle dépasse la force militaire, elle dépasse même la puissance énergétique.
Et si la souveraineté la plus profonde n'était ni militaire ni énergétique, mais alimentaire? Si la véritable influence consistait à sécuriser les vies plutôt qu'à contrôler les territoires? Alors la transformation du Sahara ne serait plus seulement un projet national. Elle deviendrait une proposition au monde. Une vision alternative dans un siècle marqué par les incertitudes. Et dans ce basculement silencieux, une dernière question demeure, peut-être la plus exigeante de toutes. Sommes-nous prêts à penser la puissance non comme domination, mais comme responsabilité, et à accepter les sacrifices, la discipline et la patience qu'un tel choix impose à toute une génération? Ce projet n'est pas seulement celui des ingénieurs, des techniciens ou des décideurs installés dans des bureaux lointains. Il ne se limite pas au plan stratégique, au budget voté, aux kilomètres de canalisation posés sous le sable. Il concerne chaque citoyen. Parce qu'un basculement historique ne se décrète pas uniquement par des infrastructures. Il s'incarne dans les mentalités, dans les comportements quotidiens, dans la manière dont une société entière décide de se percevoir. Construire une puissance agricole exige plus que des investissements massifs. Elle exige une transformation intérieure. Une évolution silencieuse mais profonde. Discipline, d'abord. Car la terre ne répond pas à l'impatience. Elle demande de la rigueur, de la constance, une gestion précise des ressources. Dans un monde habitué à l'instantanéité, à la gratification rapide, l'agriculture impose un autre rythme. Elle impose le respect des cycles. Elle impose la maîtrise des excès. Vision, ensuite. Parce qu'aucun projet de cette ampleur ne peut réussir s'il est pensé à court terme. Irriguer le désert, structurer des pôles agricoles, former des générations d'ingénieurs et d'agriculteurs modernes, développer des filières d'exportation, tout cela exige une perspective qui dépasse les échéances immédiates. Une perspective qui accepte de planter aujourd'hui ce dont on récoltera pleinement les fruits dans 10 ou 20 ans. Une nation qui choisit cette voie accepte de miser sur le temps long. Patience, enfin. La patience d'apprendre, d'ajuster, de corriger les erreurs sans abandonner. La patience d'affronter les critiques, les doutes, les comparaisons. La patience de bâtir pierre après pierre, hectare après hectare, saison après saison. Car transformer le désert en moteur économique ne sera ni spectaculaire ni instantané. Ce sera progressif. Mais c'est précisément cette progression qui en fera la solidité. Alors la vraie question n'est peut-être pas « l'Algérie peut-elle réussir ?» Les ressources existent. Les compétences émergent. Les projets se structurent. La question est plus exigeante, plus intime. Sommes-nous prêts, collectivement, à adopter la mentalité que ce tournant impose? Sommes-nous prêts à valoriser la production autant que le discours? À respecter l'effort autant que le résultat? À encourager ceux qui innovent dans l'ombre plutôt que de célébrer uniquement les succès visibles? Car chaque citoyen a un rôle. Par sa manière de consommer. Par son regard sur l'agriculture. Par son soutien aux initiatives locales. Par son exigence de qualité. Par sa capacité à croire que la terre n'est pas un vestige du passé, mais une promesse d'avenir. Et vous, dans ce moment charnière où une nation peut redéfinir sa place dans le monde, quelle sera votre contribution? Resterez-vous spectateur d'une transformation en cours, ou déciderez-vous, à votre échelle, de participer à cette transition silencieuse mais décisive vers une Algérie qui ne se contente plus d'extraire sa richesse, mais qui la cultive?